Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette toute nouvelle émission que nous avons intitulée Ainsi va l'Afrique. Nous essayerons d'être présents le plus souvent possible pour parler de l'actualité africaine, pour disséquer tout ce qui constitue cette actualité débordante, absolument importante. Encore aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans, il faut le dire. L'actualité nous rattrape. Nous sommes obligés de la commenter, de la disséquer, d'apporter nos lumières, vos lumières sur cette actualité. Je ne suis pas seul, comme vous avez pu le constater. Je suis avec deux éminents pasteurs, des leaders d'opinion, de pasteurs, de Bishop Kabea. Oui. Bonjour, merci Bonjour. D'être là. Bonjour Enis. Et le pasteur Ruffin. Merci à vous. Bonjour Enis, merci, c'est nous qui remercions. Vous êtes les tout premiers à être présents sur ce plateau, à inaugurer cette émission. Si ça se passe mal, on dira que c'est de votre faute. C'est pas là, mais D'accord. on dira que c'est de votre faute. Tu peux compter sur nous. Merci d'être là en tout cas. Et on va tout de suite plonger dans l'actualité. L'actualité nous amène d'abord en RDC. Nous allons parler d'un personnage haut en couleur, dont tout le monde parle. Nous avons quitté moribond, pratiquement perdu pour la politique, et il renaît de ses cendres, vice-premier ministre, ministre de l'économie. Vous avez compris, il s'agit de Vital Kamerhe. Vous qui le connaissez, comment on passe de condamné à 20 ans de prison à vice-premier ministre? Par quel miracle on opère cette remontada? Comme beaucoup de grands hommes, De Gaulle, Mandela, condamnés, puis emprisonnés, et qui peuvent remonter. Mais ce qui est très important, comme tu dis, l'actualité nous rattrape, c'est comprendre que le poste qu'il occupe actuellement, c'est l'économie. Et remettre quelqu'un dans l'économie, relever l'économie comme Vital Kamerhe, ça peut donner espoir. Pourquoi? Parce que c'est un économiste de base? Parce que c'est un économiste de formation? Déjà, il parle les 4 langues. On ne peut pas parler de l'économie nationale sans parler de l'économie locale, surtout pour ce pays en reconstruction. Oui. Donc, quelqu'un aussi dont le papa était cadre dans la caisse d'épargne, donc qui a sillonné le Congo, qui connaît un peu le Congo. Donc, on peut parler qu'il y a maintenant, être revenu à ça, c'est un aspect de caractère. Son caractère permet à ce que, je ne vais pas oublier qu'il a frôlé aussi la mort. Oui. Vital Kamerhe apparaît dans le paysage politique avec l'arrivée de Kabila fils. Oui. À ce moment-là, beaucoup de Congolais ont parlé de nationalité douteuse. Comme on en parlait beaucoup à l'époque de Kabila. Tout à fait. Oui. Vous pensez que c'est un enfant du pays? Oui, c'est un enfant du pays. Maintenant, comme on soupçonne beaucoup de gens qui viennent de l'Est, on leur dit toujours, est-ce que là, ils sont des nationalités ou quoi? Mais bon, il a fait ses études au Congo, il a vécu au Congo, comme je viens de dire, ses parents ont travaillé au Congo en tant que fonctionnaire. Donc, nous pouvons croire qu'il est fils du Congo. Donc, on peut évacuer cette question-là. Oui, je voulais rajouter justement par rapport à la question. C'est une question assez épineuse dans le pays. Comme l'a dit Bishop tout à l'heure, tous ceux qui sont de l'Est, qui viennent de l'Est, oui. Ils pèsent toujours ce soupçon de double nationalité. Voilà. Pourquoi particulièrement Parce qu'ils sont frontaliers. Et à l'Est, il y a beaucoup de conflits de ce genre. Autrefois, on a parlé de Mobutu aussi dans ce terme-là, parce qu'il est du nord-ouest et qu'il est frontalier de Lubangui. Ouais. On disait qu'il n'était pas congolais, il était à moitié centrafricain et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est le problème des frontaliers. Mais rapidement, on peut déclasser ce problème-là par rapport à... Là, on est en train de parler de Kamerhe. Kamerhe, c'est un fils du pays. On connaît ses frères, ses sœurs, on connaît sa famille. C'est un fils du pays. C'est un fils du pays. C'est un fils du pays qui s'est rapidement imposé au niveau national. Oui, c'est imposé au niveau national. Ce que moi j'aime, bon, je connais pas trop
pas plus que Bishop en tout cas, mais ce que parce qu'on est toujours informé quand même, ce que moi je relève ou je note de sa vie, c'est un peu unanime. Partout où on parle de lui, on parle de quelqu'un d'intelligent. On parle de quelqu'un de pragmatique, de quelqu'un qui a su, par exemple, relever le Parlement en son temps, et il a mis en place des choses au Parlement qui n'y étaient pas, des choses comme ça. Donc quelqu'un de pragmatique, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un je dirais qui a le savoir-faire, que ce soit en économie ou en gestion tout simplement administrative et tout ça, quelqu'un qui a le savoir-faire. Bon, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qu'on lui reconnaît, et on peut se dire, voilà, c'est quelqu'un qui peut bien gérer la chose politique, le besoin du pays. Bon, tout à l'heure, tu parlais de sa remontada, oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand même incroyable. Vous reconnaissez que c'est partir de là où il était. Récemment, on a tous vu des images à la télévision de son procès. On le croyait perdu pour la politique. Exactement. Et cette remontada, moi je salue dans cette remontada 2 choses. Je salue déjà le courage politique du président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que c'est pas évident de prendre un presque banni. Oui. Banni par la vindicte populaire, oui. et le remettre en selle et à n'importe quel poste. C'est qu'il a forcément des convictions, des capacités de cet homme-là. Pourquoi il le remet en selle? Il lui est indispensable, Vital Kamerhe? Il est indispensable à ce que dit? Je peux ajouter avec ce que vient de dire le prophète Ruffin. C'est un visionnaire. C'est un leader. Donc, il a la force de défendre ses opinions. Ce n'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Et quand même il arrive à se tromper, mais au moins, il a la force de défendre ce qu'il croit. Il y a quelques années, donc, il s'est présenté aux élections présidentielles et il avait le courage de nous dire, par exemple, qu'on peut prendre le modèle du Brésil. Beaucoup n'ont pas le pouvoir, beaucoup n'ont pas le courage d'assumer leurs opinions. Pour dire, effectivement, qu'il a traversé de moments difficiles, comme d'autres grands hommes, De Gaulle, Mandela, dont même au bord, a failli mourir par la maladie, ainsi de suite. Mais ça montre aussi le caractère d'une personne ou des grands hommes. Maintenant, le président, qu'il a côtoyé directement, et dans la situation compliquée que traverse le pays, surtout sur le plan économique, on a besoin de refonder l'économie, mais surtout avoir, non pas seulement une économie qui n'a pas de fondement, donc une économie qui est dans les grandes capitales, mais une économie qui part de la base avec l'histoire des 147 territoires. Donc, un homme de caractère, un leadership affirmé, et puis visionnaire. N'oubliez pas qu'aussi qu'il a été directeur de cabinet du président Kabila, et aussi dans la première partie du mandat du président Tshisekedi. C'est à ce moment qu'il connaît ses problèmes. Directeur de cabinet de Tshisekedi. Oui. C'est de là qu'il part pour cette partie de sa vie, pas très glorieuse, qu'est la prison. Oui, justement, parce qu'il a trempé, il a côtoyé, il a été au cœur même de cette affaire de 100 jours. Donc, c'est vraiment... on ne peut pas être dans l'action sans se salir les mains. Et surtout, ne même pas se salir les mains, mais avoir des ennemis. Et nous savons que les hommes d'action ont souvent des ennemis, et les ennemis, ils attendent de mettre sur nos pieds une peau de banane, et puis après, on ne sait plus, mais la justice est passée. Oui, il a été acquitté. Et voilà, la justice est passée par là. Mais les ennemis, ça continue. Même là, aujourd'hui, il doit y avoir des ennemis. Il a été acquitté, faute de preuves. Faute de preuves, je ne sais pas si vous avez... Officiellement, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, c'est ce qu'ils ont dit officiellement. C'est ce qu'ils ont dit officiellement. Alors justement, quand moi j'étais tout à l'heure, je disais, je saluais le courage du président. Je vais saluer aussi le courage de la justice. Parce que on a tendance à penser qu'une bonne justice, c'est une justice qui condamne.
qu'il faut que quelqu'un croupisse en tôle pour qu'on dise « Ah, il y a la justice ». Mais quelqu'un peut croupir en tôle tout en étant... tout en n'étant pas coupable. Parce que tout simplement, il y avait une mauvaise justice. Mais là, tout le monde va acclamer parce qu'il y a quelqu'un en tôle. Mais là, quand il y a le courage d'acquitter quelqu'un, surtout sur un procès tout autant populaire que son procès l'avait été, on ne peut que saluer cette justice-là qui a ce courage d'analyser les éléments que j'ai pas, que nous on n'a pas ici. On peut en parler comme on veut, mais on n'a pas les éléments qui l'ont fait acquitter. Mais saluons cette justice-là aussi d'acquittement. Le président. Si je peux ajouter, c'est un procès qui marque même le quinquennat où le Congo, on a eu un procès public, télévisé, où il devait se défendre de l'expression qui est restée, pièce contre pièce. Donc, que ce soit notre justice que nous pouvons saluer. Donc, tout être humain il y a toujours imparfait. Il a pu défendre, donner ses arguments avec ses avocats, bien sûr, pour arriver à être acquitté. Mais ce qui est important, c'est que, de par le caractère, le leadership de la personne, pour pouvoir affronter, on reconnaît le grand homme dans les difficultés. Donc, dans la difficulté qu'il a traversée, on peut dire de lui, on peut maintenant donc compter sur lui. Enfin, c'est quelqu'un qui compte pour l'avenir. Il a été acquitté, donc, le président l'a remis en selle. Il est indispensable à la majorité présidentielle, il est indispensable à la coalition présidentielle. Alors, indispensable, moi je dirais, peut-être aux yeux du président déjà lui-même, parce que mieux vaut toujours se reposer sur sur des personnes qu'on maîtrise, qu'on connaît, surtout dans cette période, surtout même électorale. On ne va pas se leurrer. Dans une période proche des élections, on se repose sur des gens sur qui des gens qu'on connaît, qu'on a maîtrisé. Il a été son directeur de cabinet, ils ont cheminé pendant un moment dans l'opposition, dans la préparation des élections et tout ça. Il connaît son background et tout ça, et il connaît sa force électorale. C'est une force à ne pas négliger. Cette force électorale, là, justement, quand je parle d'indispensable à la majorité présidentielle, je parle de cette force électorale. Est-ce que Vital Kamerhe représente encore quelque chose à l'Est? Je pense que le président compte sur lui pour ramener les voix de l'Est. Oui, il n'y a pas Boyabati, le président du Sénat. Mais ce qui est encore, par rapport à ce que vient de dire l'homme de Dieu, il a été aussi président de l'Assemblée nationale. Donc, étant président national, il a une vision, une expérience, un vécu avec tous les députés qui venaient de chacun de son coin. Et ce qui est aussi important dans cette situation, la force du caractère de convaincre et surtout de présenter une vision. Le pays, ce qui est important aujourd'hui, si le président a pu le choisir dans cette situation, c'est parce que nous avons une économie à reconstruire. Et donner l'économie dans les mains d'une personne, comment ne pas donner à une personne de confiance? Parce qu'il faut relever le pays. Donc, l'économie vient de très bas, mais on a besoin de reconstruire l'appareil économique. Et on ne peut pas reconstruire l'appareil économique sans avoir de bons hommes d'affaires. Vital Kamerhe a toujours clamé sa volonté d'être président un jour en RDC. Vous pensez qu'il sera loyal au président Tshisekedi? Je pense que si c'est ça son ambition, c'est son ambition, c'est ce qui se dit, apparemment, ce sont des ambitions, des agendas cachés. Je pense qu'il a tout intérêt d'être loyal. Il a tout intérêt d'être loyal. D'autant plus que le président, il est là et lui, il va l'aider certainement dans cette coalition, ou cette collaboration qui a aussi des intérêts vraiment électoraux. Il va certainement tout faire pour l'aider à remplir pour un deuxième mandat, mais forcément, il n'y aura pas conflit, du moins entre les deux. Peut-être autour des généraux qui sont autour, mais du moins entre les deux, il n'y aura pas conflit. Il a tout intérêt d'être loyal, de toute façon, ça c'est... Si je peux ajouter quelque chose, c'est par rapport à ce qui est apparu dans le journal Jeune Afrique, il a affirmé
sa vision, cette ambition de voir un jour diriger le pays. Mais sachant que nous sommes dans un pays de 450 tribus, et donc tribus, ethnies, tout ça, tu ne peux pas prétendre un jour diriger ce pays sans savoir avoir une coalition. Donc il a intérêt, et ça c'est absolu, d'être loyal dans cette période ici pour avoir le retour de l'ascenseur. Donc, et comme c'est un gars intelligent, quelqu'un qui connaît aussi le peuple, et de par son expérience, j'ai bien dit, à l'Assemblée nationale, et même de son parcours avec son père, n'oubliez pas qu'il parle les 4 langues nationales. Hein? Donc, un homme visionnaire, il a intérêt à donc avoir cette discipline, cette loyauté, et pour avoir simplement le retour de l'ascenseur. Et vous pensez qu'il pourrait être patient, attendre son tour? Patient, bon, ça c'est quelque chose, parce que bon, il a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, parce que la patience, il y a des choses qui viennent c'est quelqu'un qui a tout connu, hein. Il a été ministre, président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui vice-premier ministre, il a tout connu déjà. Oui, il ne reste que le poste suprême. Mais ce qui est très important, c'est qu'il côtoie toute cette classe-là. Combien de Congolais ne pensent pas devenir un jour président? Oui, mais combien sont aussi prêts? Justement, mais voilà pourquoi il a intérêt à être loyal, à bien préparer ce dossier, et nous comptons maintenant sur son intelligence, parce que là, un peu, et avec l'âge, donc il devient de plus en plus mûr, comprendre de où il met le pied. Il y a parfois des cartes qu'il ne faut pas brûler. Oui, oui, je voulais rajouter... aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut aussi souligner ou relever, c'est que le Congo a grandi, a mûri un peu quand même politiquement, et qu'au Congo aujourd'hui, on ne voit pas trop comment quelqu'un peut venir casser en plein mandat un président en exercice. C'est-à-dire pour pouvoir lui arracher le pouvoir, quoi que ce soit, comme on voit encore dans d'autres pays, on aura le temps d'en parler dans d'autres émissions. Mais... aujourd'hui, au Congo, on voit mal comment cela peut arriver. Donc, tout le monde est résigné et que le président actuel finit son mandat en décembre et qu'il va se présenter pour remplir les 5 ans. S'il se présente et qu'il est reconduit, personne n'arrêtera les 5 prochaines années. Ça, même le Congolais lambda, et il sait que ce n'est pas possible, c'est nous mettre vraiment, créer des bains de sang ou des choses comme ça, qui n'est déjà pas dans la nature du Congolais, de créer des histoires comme ça. C'est les Rwandais qui nous ont amenés en voulant chasser Mobutu. Et là, donc, on s'est dit, obligé, les politiques doivent composer avec ça. Ils doivent se dire, je dois être loyal avec lui tant qu'il est là. Si j'ai une chance de remplir derrière lui, ou de se mettre, ou de me positionner en même temps que lui, il faut que je me donne toutes les chances. Donc voilà, c'est ça le jeu. Donc lui, il est à la bonne place, je pense. À la bonne place, à côté du chef. Et quand il va remplir, il peut avoir le soutien du chef. Et il peut aussi profiter du bilan du chef parce qu'il travaille avec lui. Et là, tout l'intérêt pour lui de bien travailler pour le président actuel. Voilà, c'est ça le jeu politique que moi le crédit, si je peux lui donner ce crédit-là, je me dis, je peux miser sur ce cheval-là. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que aussi, à la fin de la campagne électorale, ils ont créé les caches. Donc, en fait, on peut être capable de dire que c'est une équipe qui a gagné. Donc, derrière, avec le président Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir une équipe qui gagne. Mais nous comptons effectivement sur son intelligence, sur la clairvoyance surtout. Donc, dans cette dernière ligne droite, et pour sortir le pays de la situation, n'oublions pas que le président Tshisekedi a commencé le mandat dans une coalition avec les CC, des gens qui n'avaient que l'intérêt de le casser. Mais il avait besoin maintenant de gens aussi qui l'aident à relever la tête. Et parmi ces gens dont nous croyons peut-être que Kabir était de ces personnes-là. C'est fini des années Kabila. Il lui reste quoi des années Kabila? On le soupçonnait d'être, entre parenthèses, un bébé Kabila.
on le soupçonnait d'être le poisson pilote de Kabila dans le camp adverse. C'est fini, ce soupçon-là? Il est lavé de tout partisans,isme, il est lavé de toute appartenance au camp Kabila? Oui, à mon avis, oui. C'est à entendre ses propos et ses prises de position. Il a pris quand même il a eu des prises de position assez audacieuses vis-à-vis, qui se démarquent vraiment de Kabila. Et ça porte à croire que il y a une démarcation. Et je crois que c'était fait aussi à dessein, parce qu'il connaissait aussi toutes ces accusations qui étaient là, et il s'est démarqué intelligemment. J'ai suivi par exemple un extrait où il expliquait les accords qu'il y avait entre Kagame et Kabila sur la pacification de l'Est, mais c'était des accords qui n'étaient pas clairs, des choses comme... Mais pour déjà porter ce genre de propos, c'est une démarcation claire avec la politique de Kabila, quoi. Bien sûr qu'il était aussi qualifié de caméléon oui. Dans le jeu. Et vous savez, un caméléon, il prend la couleur de là où il est. Je pense maintenant que, avec l'expérience du Congo, parce que l'expérience montre quoi? Quand le président Tshisekedi prend la présidence, il est avec la FCC. Mais quand il crée notre nouvelle dynamique, mais les mêmes personnes qui étaient avec Kabila sont presque partis. Aujourd'hui, le FCC est moribond. Il est moribond, c'est-à-dire que ça montre que c'est un pays qui n'a pas de doctrine, un parti qui n'avait ni doctrine, bon, pas d'ambition bien sûr, mais comment un pays, un parti qui était aussi puissant peut en quelques années disparaître. Pour répondre à la question, effectivement, donc nous comptons sur le fait d'être visionnaires, de comprendre que il y a des marches qu'il ne faut pas manquer dans tout ça. Et sur station aussi, la population congolaise est 60% jeune. Donc, ils ne réfléchissent pas sur les stéréotypes des aînés. Ils voient les choses différemment. Donc, c'est une, comme dit la population 2.0, ou même 3.0. Donc, qui voient les choses au jour le jour. Donc voilà, ce n'est pas des gens qu'on peut berner par des slogans vides qui ne servent à rien. J'aime la caricature, comme le bishop a dit tout à l'heure, qu'on lui a collé, qu'il était caméléon. Parce que caméléon, c'est un animal que j'aime beaucoup. C'est un animal qui me plaît beaucoup, tout simplement parce que pour moi, c'est un caractère intelligent de celui qui sait se fondre dans le milieu. Il est dans un milieu vert, il devient vert et il passe avec les verts. Et dans un milieu rouge, il devient rouge, il passe avec les rouges. Et ça, c'est intelligent. Moi, ça colle un peu au personnage. Vous appelez ça comme ça, vous, l'intelligence. L'intelligence, exactement. Moi, j'appelle ça intelligent. Dynamisme aussi. Dynamisme aussi. En gros... Parce qu'on dit la politique est dynamique. Oui. En tout cas, il faut la compter avec lui. Oui, ça, quoi qu'il en soit, obligé. Il va falloir compter avec lui. Oui, parce qu'il faut compter avec lui. Bon, il a un grand parti qu'il a pu faire partie derrière, l'UNC, qui connaît quelques problèmes actuellement, mais quel parti ne connaît pas de problème? Il est entouré aussi derrière lui, il y a cette grande dame, Madame Chatur. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent l'accompagner dans cette grande vision, parce que, bon, vu son expérience, c'est aussi une femme d'une grande culture. Donc, c'est ces choses qui peuvent, et le parti, et la famille, peuvent l'accompagner. Donc, le bishop veut dire, derrière un grand homme, il y a une grande dame, quoi. Voilà, voilà, Attention, vous êtes en train de rentrer dans un autre débat. Vous voulez dire que c'est un couple paré pour la présidence? Très bonne question. Mais quand on voit justement ce couple, on les a vus danser, on les a vus marcher, oui.
Donc, les lumières sont sur ce couple. Nous pensons qu'avec les qualités qu'il lui a, qui sont compensées avec celles de Madame Chatur, Amida, donc ça peut faire un bon couple pour... derrière, bien sûr, le président Tshisekedi avec la première dame actuelle. Donc, la suite des choses... Oui, on parle de la suite. Oui, la suite derrière... On parle du principe que... Vital Kamerhe est resté loyal au président Tshisekedi. Oui, voilà, que derrière Denise, on ait une première dame qui soit capable de garder le même élan, parce que n'oublions pas, le fils Tshisekedi, c'est qu'il a traversé, et aujourd'hui il est président de la République, avec ce couple aussi, ils ont connu des temps de misère pour arriver, relégation, maltraitance, il y a les idées où on a vu le président Tshisekedi qui s'est battu à l'aéroport de Bruxelles. Donc il y a eu des coups de poing, parce que le pouvoir aussi, c'est aussi la force physique. Oui, il est parfois dans voilà. le pouvoir. Derrière un grand homme, il doit y avoir une grande femme. Et cette femme l'a soutenu dans cette traversée du désert, le président Tshisekedi. Effectivement. Et pour arriver à ça, donc... C'est là toute la grandeur, moi, que je salue, encore une fois, de Madame Denise, la première dame. Hein, ouais. Parce que c'est un couple qui a commencé vraiment au moment où le président n'était rien. Oui. Ils ont traversé comme tous les couples. Hein, et là, ils ont tenu jusque-là. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut vraiment saluer et se dire, et pour en arriver là, on est tous mariés, on sait que quand tu as des vrais problèmes dans ta maison, tu ne réfléchis pas très bien, et puis tu n'as pas une clarté des choses, tu ne peux pas aller très très loin. Ouais. Et pour qu'il en soit là, avec la même dame, qu'ils ont commencé avec tous les problèmes que tout le monde connaît, hein, ça n'a pas été un couple sain, ça on le sait, mais être là, c'est qu'elle a été là, ouais. Elle a soutenu. Et aujourd'hui, on voit aussi les actions qu'elle fait. Hein. Je parle de la première dame. Et là, je pense que si, comme disait Bishop, parlant d'Amida, c'est une femme d'affaires, ouais. Qu'on connaît depuis longtemps, une femme active, hein, qui a très dynamique, qui a, même dans ses vies passées, qui a toujours été dynamique aux côtés des hommes. Et là, on pense que, à mon avis, encore une fois, hein, je pense que derrière un tel homme qui a de l'intelligence, et qui a de la vision, hein, comme disait Bishop, c'est un visionnaire qui est caméléon, donc qui sait vraiment s'adapter aux situations, et politiquement c'est important. Et une dame comme ça, je pense que c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Caméléon dans le bon sens du terme. Hein. Dans le bon sens du terme. Avec l'Afrique, parce que la mission c'est l'Afrique, et le Congo, ouais. Mais si tu ne prends pas la couleur de l'endroit où tu es, dans le bon sens, bien sûr. Dans le bon sens. Voilà, tu te démarques. Voilà un peu. On parle de Lumumba comme un grand homme. Ouais. Mais maintenant, mais qu'est-ce qui a fait qu'il se soit devenu se fasse tuer rapidement? Parce que non pas seulement il avait des grandes idées, des bonnes choses, mais c'était de comprendre la société, les gens qui étaient autour de lui, qui n'étaient pas mûrs à l'époque pour ses idées. Donc, Kamerhe, nous pensons qu'il est dynamique dans toutes ses sauces de comprendre les amis et les ennemis. Et même être capable de s'affronter avec le président Kabila qui fait venir l'armée rwandaise pour pacifier le pays, mais être capable de dire ce qu'il pense. Ouais. Et ça, c'est la value de, effectivement, la traversée du désert. Et tout ça, ça fait partie du caractère des grands hommes qui sont capables d'assumer ces opinions. On reparlera sûrement de Vital Kamerhe dans d'autres émissions et dans des semaines à venir. Autre thème de cette émission, nous avons intitulé les référendums. L'Afrique a mal à ses institutions. Problème de constitution, problème d'institution. On voit des référendums un peu partout fleurir. En Centrafrique, il y a un référendum qui vient d'avoir lieu. En Mali, il y a une nouvelle république. Après un référendum, pareil.
Il y a des transitions en Guinée, au Tchad, un peu partout. Et à chaque fois, il y a des tentatives de revoir la Constitution, de réadapter. On a l'impression qu'on n'en finit pas. Quel que soit l'endroit où on est en Afrique, on repart de Constitution, éternellement. Pourquoi? Parce qu'au départ, dès le départ, ces constitutions étaient mal écrites, ne sont pas faites pour le continent. Qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. Le grand problème, ce ne sont pas les institutions. Bon, on va parler d'institutions, constitution. Oui. Mais le problème qu'on a, c'est l'élite, notre élite. Tous les professeurs ne pensent qu'à devenir ministre. Mais si les professeurs ne veulent que devenir ministre, alors les étudiants font quoi? Alors, les professeurs, bon, nous voyons au Congo, par exemple, actuellement, le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le constitutionnaliste Mbata. La plupart des professeurs veulent devenir des ministres. Donc, l'élite elle-même, qui enseigne, n'est pas capable d'avoir confiance que les personnes à qui on dispense la connaissance vont assumer. Alors, ce qui veut dire que, souvent, ce sont des constitutions qui sont calquées sur des modèles, par exemple de la constitution congolaise qui a été faite à l'université de Liège. Et ce sont eux qui passent leur temps à défendre ces constitutions. Mais or, le bien fondé d'une constitution, c'est un contrat social. Ça devait être capable c'est une constitution qui doit représenter les aspirations du pays lui-même. Et surtout, et avec toutes ces guerres que les gens connaissent. Donc, en fait, ce sont souvent des textes imposés, ouais. Mais quand même on fait les référendums, je parle par exemple dans les cas du Congo, la constitution actuelle a été imprimée sur 600 000 exemplaires. Combien de gens ont lu cette constitution avant de la voter? Donc, les gens n'y comprennent rien. C'est l'élite. Et aujourd'hui, ceux qui ont voté, ceux qui ont écrit, ils passent leur temps, continuent à faire comme s'il n'y avait pas de constitution, à défendre la même constitution, Et le jour qu'il y a une autre équipe qui vient, elle dit, écoute, vous prenez ce parti avec votre constitution. Donc, c'est un peu ça. Pasteur. Oui, alors... Expliquez-moi, pourquoi cette volonté récurrente de réécrire la Constitution? Pourquoi cette envie folle qu'ont tous les politiques du nord au sud à vouloir réécrire la Constitution de leur pays? Alors, je vais avancer dans le même sens à peu près de ce que Bishop Roger venait de dire, en ajoutant quelque chose. Il y a une chose qui manque aujourd'hui à l'Afrique, qui fait défaut à l'Afrique, c'est la patience. On est devenu impatient vis-à-vis au retard que l'Afrique a accumulé par rapport à l'Europe. On est impatient et on veut aller très vite. Et surtout dans ce monde actuel de micro-ondes, tu mets un truc dans le micro-ondes, tu appuies 2 secondes, paf, ça cuit, tu bouffes. On veut aller vite. Mais quand on regarde bien les constitutions sur lesquelles nous nous sommes basés, on a pris le modèle français, principalement le modèle français qui est le modèle de constitution que chez nous, on a. C'est une constitution qui a eu des siècles d'élaboration, d'amendements, d'évolution et tout ça, pour en arriver aujourd'hui, et ça continue encore à être amendé et tout ça. Mais nous, on veut, d'un côté, d'autres, ils prennent la constitution telle qu'elle est là, on ne la bouge pas, c'est comme ça, pourquoi vous voulez changer? De l'autre côté, cette constitution que nous avons copiée de la constitution des Européens, elle doit s'adapter à nous. Et pour qu'elle s'adapte à nous, ce n'est pas une histoire de 5 ans, ce n'est pas une histoire de 10 ans. C'est quelque chose qui doit prendre des années. Donc à chaque mouvement, il faut qu'il y ait des hommes intelligents qui réfléchissent sur la Constitution
pour pouvoir la faire évoluer par rapport à nous. Moi, je vais même plus loin. Moi, j'ai une vision, j'ai une aspiration. C'est d'une Afrique dictatoriale positive, hein, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a aujourd'hui en Europe, où on a la démocratie qui, chez nous, devient de l'anarchie. Mais tout ça, c'est des réflexions. Hein, c'est des réflexions qu'il faut apporter. C'est des réflexions qui partent d'un constat. Elle est mal faite, la Constitution. Ah oui, elle n'est pas adaptée. C'est pas qu'elle est mal faite. Elle n'est plus adaptée. Elle n'est plus adaptée. Dans plusieurs cas, elle n'est plus adaptée. Mais vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois qu'il y a modification, c'est surtout personnel par rapport à un président? Effectivement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que telle modification elle est faite juste pour installer un président pratiquement en vie? C'est ça le problème. Oui, mais c'est ça le problème des élites. Voilà, le problème des Parce que quand il y a une équipe qui veut se faire valoir sur une diversité où était la Constitution américaine, par exemple, date de 2 siècles. On ajoute quelques articles qui sont là. On voit en Grande-Bretagne qu'ils n'ont même pas de constitution. Donc c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Prenons le cadre de la Tanzanie, la stabilité. Parce qu'au-delà des constitutions, ce sont les partis politiques. Et les partis politiques qui sont créés, c'est souvent tel parce qu'il a été à l'université avec tel ami et tout ça. Et au Congo, actuellement, on en trouve plus de 900. Et c'est souvent dans les familles. Et ça, c'est dû surtout quand quelqu'un est ministre, ambassadeur, il pense qu'il est intelligent, assez intelligent pour créer son propre parti politique. Et quand ce sont des partis sans idéologie, et il pense toujours être meilleur que l'autre. Pour revenir à ce problème de constitution, un contrat, si on doit prendre un contrat avec le village, parce que, parlant de ce que tu viens de dire pour la Centrafrique, il y avait une constitution. Il a eu de conflits d'ailleurs avec le président de la Cour constitutionnelle, qui a été viré pour imposer sa constitution en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été virée, elle a été mise à la retraite. Voilà, bon. Attention. Tu es politiquement contre. La Côte d'Ivoire avec Ouattara, pareil, la constitution qui a permis qu'il puisse se représenter. Dernièrement, nous allons à Macky Sall avec les constitutions. Donc, est-ce que ce sont des contrats? Macky Sall a essayé. Il a essayé, mais il a tenté. Mais il n'est pas tombé dans la tentation. Il n'est pas allé au bout. Mais combien sont tombés dans la tentation de ça? Donc, la question, comme l'a dit le prophète, c'est être capable de réfléchir une constitution pérenne. Parce que vous êtes dans vos bureaux climatisés, vous réfléchissez sur des textes, et après, vous sortez, pour les gens qui ne comprennent rien, même problème, vous ne comprenez même pas leurs propres problèmes, et vous allez dire, écoute, on va faire un référendum. Et souvent, ces référendums, ils sont votés à combien de personnes? Nous avons le Rwanda qui a changé sa constitution aussi. Pourquoi? Parce que le président voulait rester jusqu'en 2030, aussi longtemps que possible. Ce qui vient de se passer en Centrafrique. Ah oui, mais le problème, c'est que, donc, comme c'est... si on avait, par exemple, prenons le cas du Rwanda, où la majorité est Hutu, avec une majorité de Tutsi, mais les Tutsis ayant peur un jour d'être chassés du pouvoir, donc il faut une constitution pour qui leur permette de rester au pouvoir. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Non, mais pour rajouter, justement, c'est le problème, encore une fois, c'est le problème de réflexion. Quand il n'y a pas des cellules de réflexion qui ne sont pas intéressées, c'est-à-dire intéressées par le pouvoir, intéressées à devenir ministre, intéressées à devenir proche conseiller du président, tout ça, mais des gens qui sont intellectuels, des hommes de loi, des hommes de constitution, et qui sont comme des chercheurs, des scientifiques, qui sont scientifiques et qui sont bien payés, qui n'ont pas, on les détache de l'ambition politique de tous bords et qui sont là pour réfléchir pour la Constitution. Je pense que c'est comme ça qu'on peut élaborer des constitutions évolutives, justement, bien sûr, il faut que ça évolue, mais sans intérêt, pas pour faire passer l'autre ou pour faire pérenniser le pouvoir de l'autre, mais pour l'intérêt du peuple.
Vous parlez d'un monde idéal qui n'existe pas. Oui, je parle de moi, je suis idéaliste. Oui, mais je suis idéaliste. Justement, prenons des cas aujourd'hui, parce que nous parlons au moins de choses précises. Quand on copie les constitutions françaises, tu vas trouver dans le Parlement, les députés, le Sénat, le Conseil économique et social, un conseil des magistrats et tout ça. Mais est-ce que ça répond à quelque chose, aux besoins du pays? Ce qu'a dit le prophète est vrai. Tous ces experts, ils nous servent à quoi? Et surtout, ce sont des institutions qui sont budgétivores. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le président est là, et il veut caser aussi ses amis, telle ou telle autre personne, et on trouve, même ici, on vient de créer un truc, on vient de caser l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Au Conseil de l'Europe. Voilà, donc, voilà un peu, cette mentalité française que nous voyons tous les jours, que nous savons, hein, est-ce que cette institution-là, elle sert le pays? Je ne parle pas de l'Europe, ça. Oui. Donc, c'est de savoir quelle est la constitution qui peut aider le pays à sortir de la pauvreté et de l'obscurantisme. Ça veut dire que nous n'avons pas fini d'en parler de ces histoires. Oui, regarde au Mali, par exemple, il vient de changer dans la constitution. Avant, c'était la langue officielle, c'est le français. Oui, ils sont passés c'est le Bambara. 4 ou 5, non, c'est plus que ça. Bambara a fait bref, le français n'est plus voilà, mais ils comprennent maintenant. Hein, que cette constitution, ces constitutions, ces débats, ces choses, la langue officielle. Maintenant, ils ont fait du français la langue de travail. Ouais. Hein, maintenant, c'est que la langue la plus parlée en Afrique, c'est le Swahili. Ouais. C'est pourquoi je parlais de la Tanzanie. Donc, on trouve, le président Kagame a institué l'anglais avec les Kinyarwanda. Mais c'est une réflexion maintenant que nous puissions comprendre ce quoi une langue officielle. Hein? Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Oui, attends, le problème, quoi, c'est que les gens pour lesquels la Constitution est faite, qui ne comprennent même pas ces choses. Et plus loin que ça, je vais terminer par là, oui. C'est que ça fait partie de l'éducation. Si c'est un contrat, mais il faut que les villageois le comprennent. Aujourd'hui, on veut dans tout ça, par exemple, on doit créer des régions, des conseils des régions, des députés des régions, tout ça, parce que ces gens, cette élite, veut avoir aussi un poste. Avec un poste aussi. Ah, vous croyez que la régionalisation, c'est une question d'élite? Oui, mais ça ne répond pas. En fait, l'idée n'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'on y met? Qui sont là? Des gens du peuple, justement. Ah, des gens du peuple. Pour s'occuper du peuple. Donc, on peut dire que le Parlement, c'est... Le Parlement est aussi des gens du peuple. Mais le Parlement est beaucoup plus... Le Parlement... Je reprends un exemple. La régionalisation, c'est un peu donner du pouvoir au peuple. Tout à fait. Parce qu'on pense que... Prenons un exemple tout con. Tout bête. Vous avez un ministre des Travaux publics dans un pays. Il n'y a pas de région. Où les régions sont inopérantes. Le ministre des Travaux publics est le seul à décider de la construction des routes, de l'amélioration du réseau routier. Vous pensez que ce ministre-là, c'est un super-homme? Vous pensez qu'un ministre en place va s'occuper de toutes les routes du pays? Je suis content de cette question. Alors que la région, justement, donne le pouvoir... Un pouvoir local. Local de s'occuper de ce genre de problème, de s'occuper des écoles, de s'occuper des lycées, de s'occuper des routes, de s'occuper des marchés. Tu as dit un mot important. Oui. Donner le pouvoir au peuple. Oui. Or, ça devait être le contraire. Si on commence, parce que c'est qu'on peut donner au peuple, on peut lui reprendre. C'est au peuple de donner le pouvoir à tel pour pouvoir maintenant défendre leurs intérêts. Moi, j'avais un problème ici. Il y avait un arrêbus. Je voulais l'enlever, mais on m'a dit que cet arrêbus, comme cette route, elle est départementale,
Donc la personne, ce n'est pas la mairie qui doit s'en occuper. C'est le département. Le département. Oui. Donc, et là, donc, il fallait écrire ainsi de suite. Oui. En résumé, oui, normalement, c'est au peuple de reprendre son pouvoir et de le donner aux personnes qui vont effectivement les diriger et répondre. Et je vais, par rapport à ça, le débat que j'avais suivi sur Thomas Sankara. Et le seul qui avait compris cette logique-là, et que ce sont les pouvoirs, parce que refaire la route, tout ça, c'est l'intérêt du peuple lui-même. La route qui est là, c'est nous maintenant qui devons le faire. Donc c'est dit que s'il est détruit quelque part, si nous avons notre pouvoir, c'est nous qui avons de dire que nous devons nous battre pour que cette route soit refaite. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? En Afrique, souvent, parce que l'émission est sur l'Afrique, on va demander à l'Europe de venir financer ma route du village. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui, mais c'est ça, ça fait partie, parce qu'on parle de constitution, on parle de pouvoir, on parle d'institution. Oui. Hein? Oui. Donc, si on a enlevé le pouvoir au peuple qui est là, et on lui a enlevé le pouvoir. Vous voyez, la discussion que nous avons, nous l'avons à notre niveau. Tout à fait. Oui. Nous l'avons à notre niveau, nous ne sommes déjà pas d'accord sur la façon de faire. Tout à fait. Vous imaginez que les constitutions africaines ont le même problème avec les dirigeants africains. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en parler. Donc il faut copier. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en parler. Ça veut dire que chaque gouvernement qui va arriver aura l'intention de modifier. Exactement. Suivant ses attentes, suivant ses envies. Moi, je suis d'accord qu'il y ait cette continuité d'une constitution qui évolue. C'est tout à fait logique. Mais le problème que moi je relève toujours dans cette affaire, c'est le problème d'hommes. C'est un problème d'hommes. Les hommes, à la place où ils devraient faire évoluer dans un sens, et la plupart du temps, les gens sont toujours intéressés. Ils veulent faire évoluer pour leurs intérêts, au lieu de l'intérêt de la nation, du peuple. Et c'est ça qui pose souvent le problème. Mais l'institution comme telle doit être là. Je suis partisan aussi d'une chose, quand on dit on a copié l'institution, je suis partisan d'une chose, c'est que... Et ce sera le mot de la fin pour ce thème-là. D'accord. Alors, pour moi, c'est que on ne va pas continuer à recréer la roue, hein, ou à refaire l'aiguille et le fil. Et quand tu veux coudre un habit, tu prends l'aiguille qui est déjà créée, le fil, et tu fais ton habit. Et c'est pas mauvais de copier, c'est pas mauvais de s'inspirer de ceux qui ont fait des choses qui marchent. Et on va amender. C'est toute une intelligence de le faire. Messieurs, pour finir, on va faire une revue de presse, mais qui n'a presque le nom. Parce qu'on va parler essentiellement de deux choses. On va parler du Niger, dans l'actualité, et de l'ultimatum fixé par la CEDEAO au Niger pour rendre le pouvoir au président déchu. Vous pensez cela réalisable? Vous pensez d'abord que s'ils ne rendent pas le pouvoir, ils vont être attaqués? Vous pensez cela possible? Et deuxièmement, vous pensez possible le retour de Bazoum au pouvoir? Bon, mon avis, je ne maîtrise pas beaucoup, mais c'est un avis encore d'un monsieur lambda, hein, d'un citoyen africain. Mon avis, c'est qu'on veut toujours faire des choses où quand les autres font pour nous, on n'est pas d'accord, et puis ils le font mal, bien sûr. Si la CEDEAO ne prend pas des bonnes décisions ou ne fait pas une bonne réflexion là-dessus ou une bonne médiation avec le pouvoir qui vient d'entrer là au Niger, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que c'est la France qui va en prendre les rênes. Ce qui va se passer, c'est que c'est l'Europe, et ils vont faire comme Sarkozy qui est descendu au Libye, et aujourd'hui on sait ce qu'il en est. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait
parce que pour moi, à mon niveau, les raisons du putsch ou de tout ça, pour moi, c'est pas, je ne sais pas, je suis peut-être ignorant, mais c'est pas des bonnes raisons. Et ça, c'est pour cela que la CEDEAO doit réfléchir pour faire une transition ou pour faire une médiation avec le pouvoir en place et ne pas laisser les Européens le faire à notre place. Oui, c'est encore un grand problème aujourd'hui. Quel est le grand problème? C'est que même la définition de la démocratie. Et c'est quoi la démocratie pour nous? Comment est-ce qu'elle doit être faite? La CEDEAO, on le sait, qu'il y a Ouattara, il y a la France derrière et tout ça. Prendre une décision, c'est-à-dire que c'est enlever même l'indépendance, parce que nous avons vu la réaction de la population. Donc, si c'est prendre cette décision, ce sera une guerre civile. Parce que n'oublions pas que la personne qui vient de prendre le pouvoir, il est général, mais il était responsable de la garde républicaine. Donc la garde présidentielle est la mieux structurée du pays. La mieux structurée et surtout la mieux équipée. Donc, on voit mal reprendre le pouvoir pour le donner à qui? Et si on veut réinstaller le président qui vient de partir, quel pouvoir aura-t-il? Ce sera un pouvoir de l'étranger. Quelle légitimité? Donc, au contraire, la CEDEAO doit être capable de réfléchir aujourd'hui si on veut arrêter des coups d'État, parce que le message, il est là. Comment empêcher qu'il y ait des coups d'État? Mais il y a aussi des coups d'État constitutionnels, parce qu'on vient de parler de constitution. Alors, quand vous ne dites rien, quand il y a des coups d'État constitutionnels, mais quand il y a des coups d'État militaires, vous en prenez. Or, ils considèrent maintenant comme étant des révolutions. Vous avez parlé de quelque chose d'important. Je me demande toujours comment des gens, présidents, peuvent réfléchir à l'idée de remettre en scène un président qui a subi un coup d'État, lâché par son armée, lâché par sa garde présidentielle, lâché par le peuple. Il va gouverner qui? Alors, moi, pourquoi j'insiste sur le fait de réfléchir à remettre? Encore une fois, il y a encore une parole du président Tshisekedi qui s'appuie à parler de la justice. Il dit qu'il veut un état de droit. Il faut qu'en Afrique, on arrive aussi à avoir des états de droit en Afrique. D'accord. Merci à toi pour l'invitation. Bonjour.